Salut à tous, c'est Flippies. Le triathlon One Piece continue. Après 2 TV specials de suite, il est temps de revenir à un film, le 5 plus exactement, La Malédiction de l'épée sacrée. Traduction de Norowareta Seiken, ce nouveau film totalise 95 minutes d'animation. Cette fois encore, on change de réalisateur et c'est à Kazuhisa Takenouchi que revient le rôle. Le monsieur a notamment réalisé l'épisode Dragon Ball l'aventure mystique en 1988 et le clip One More Time des Daft Punk en 2000. Il est donc plutôt expérimenté. Le film est sorti le 6 mars 2004, soit seulement 2 jours après le tome 32 qui conclut l'arc Skypiea, et entre les épisodes 183-184 qui se rapprochent de la fin du même arc. Une fois de plus, nos héros font escale sur une petite île, celle d'Asuka. Alors que Zoro est en charge de la surveillance du mairie, il disparaît soudainement. Après quelques mésaventures avec les marines qui les pourchassent, l'équipage tombe sur un village éloigné de la civilisation. C'est alors que Zoro et un bataillon de la marine attaquent le village pour dérober des sphères mystiques. Par la suite, on découvre que les marines agissent sur ordre de Saga, l'ancien meilleur ami de Zoro. Voilà un an que l'épéiste est sous le contrôle d'une épée maudite, et la lune rouge à venir va définitivement sceller son destin. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire que ce film était celui qui m'attirait le plus, parce que Zoro avait l'air d'être beaucoup mis en avant. Mais du coup, c'est aussi celui pour lequel j'avais le plus d'appréhension, car cette histoire de malédiction me laissait un peu craindre pour la cohérence du film. Voyons donc ce que vaut ce 5e opus. Tout d'abord, comme pour le 4e film, les techniques d'animation utilisées sont vraiment cool. Elles permettent des mouvements de caméra avec les décors et les personnages super stylés qui nous font tout de suite rentrer dans l'histoire. Et justement, ces décors sont une sorte de ville-cité un peu à la Chandora de l'arc Skypiea tout juste terminé. Ensuite, bordel, ce film m'a énervé. Ils ont fait n'importe quoi avec One Piece. Déjà, Zoro, le film s'appelle L'épée sacrée, c'est le film pour Zoro. Et pourtant, en 9 reviews, c'est la première fois qu'il est aussi mal géré. Un truc tout bête. Lorsque Zoro disparaît, il part du mairie au bord de l'eau pour se rendre dans une base de la marine en pleine terre dissimulée par une forêt. Zoro, vous êtes sérieux? Le mec qui n'est pas capable de prendre l'escalier en face de lui. Signe avec ça, mais malheureusement c'est la partie émergée de l'iceberg. Zoro est absent presque la moitié du film et on ne sait pas ce qu'il fait. Au début je m'attendais à un twist à la fin, mais non! Zoro se barre sans prévenir personne pour une vieille promesse. Zoro est un homme d'honneur, je suis d'accord là-dessus, mais pourquoi se barrer comme ça? Pour reprendre l'exemple tout récent de Sanji, il disparaît sans presque laisser aucune explication parce que l'équipage est en danger de mort. Là, que dalle! Pas un moment Zoro remet en question son choix ou hésite. Il va jusqu'à affronter ses nakamas sans broncher, sans même qu'il y ait une scène du genre « Je suis désolé, vous pouvez pas comprendre » ou « Je vais vous expliquer plus tard ». Il n'est même pas contrôlé par l'épée maudite, on va y revenir là-dessus aussi. Et la vache, la raison de son départ, sans déconner, Saga est l'ancien meilleur ami de Zoro de l'époque du dojo de son enfance. Non! Non, non, je suis désolé mais non. Même si le passé de Zoro est encore mystérieux, vous ne pouvez pas inventer un truc de cette ampleur dans un film absolument pas canon. Tout simplement parce que c'est tellement énorme que c'est impossible d'y croire, et du coup ça nique toute la cohérence du film. Et le flashback, une pépite. Après avoir grandi, Zoro et Saga se retrouvent pour affronter une bande de pirates. Sauf que dans la bataille, le navire explose. À la suite de ça, Saga finit par dériver jusqu'à se retrouver sur l'île d'Asuka. Petite précision, Asuka est sur Grand Line, donc comment Saga a pu dériver jusque là? Zoro vivait sur East Blue, donc la bataille avec les pirates s'y déroulait forcément. Et attendez, c'est pas fini. À cause de l'explosion, Zoro laisse Saga pour mort. En effet, ce dernier se retrouve coincé par une chaîne qui l'immobilise et rend sa fuite impossible. Zoro tente de l'aider, mais rien n'y fait et le bateau explose. À partir de là, Zoro lui doit soi-disant la vie et c'est pour ça qu'il agit comme ça durant tout le film. Alors premièrement, ça ne justifie en aucun cas qu'il disparaisse sans prévenir et encore moins qu'il abandonne ses amis et son rêve aussi facilement. Et deuxièmement, d'où il lui doit la vie? À aucun moment Saga s'est sacrifié pour Zoro. Il était condamné quoi qu'il arrive. Au mieux, Zoro peut se sentir coupable de ne pas avoir pu l'aider, mais il ne lui doit absolument pas la vie. Et à la fin de ce joyeux bordel, le second du futur roi des pirates réintègre l'équipage sans la moindre excuse ou une quelconque explication. Heureusement et encore, Zoro a droit à un joli duel avec Saga et le coup de grâce va même lui revenir. Malheureusement, il faut encore aborder cette histoire d'épée maudite. Au risque de me répéter, d'où Nami nous la vend comme la plus belle lame de tout Grand Line. Non, sinon elle serait répertoriée et ne serait pas perdue dans un village paumé. La légende autour de l'épée est vraiment classe, en plus il y a une animation différente qui retranscrit très bien cette idée d'ancien récit. Mais c'est du niveau de Naruto Shippuden, pas One Piece. On ne peut pas nous balancer une épée magique scellée par des sortes de magiciens dans un univers qui n'a jamais fait mention de ce genre de pouvoir. Cela remet en question les fondations de l'univers. En plus, visuellement, les épées dénotent complètement avec les sabres habituels. Et là, il ne s'agit pas que de l'épée maudite, mais aussi de celle de Thomas, un élève de Saga. Pour couronner le tout, l'épée maudite fusionne carrément avec Saga, une sorte de barrière magique sortie de nulle part, stoppe l'effet de la malédiction. Le problème de ça, c'est que c'est complètement hors sujet. Prenons l'exemple de l'aventure sans issue. Ce film utilise des éléments de l'œuvre déjà créés par Oda pour raconter une histoire peu développée habituellement. C'est-à-dire qu'il met l'accent sur la navigation et les batailles navales, qui existent dans le manga et sont tout à fait légitimes par rapport à la piraterie. Une fois dans l'histoire, on nous présente des géants, des hommes
poisson, un logia, bref, des codes inventés par l'auteur. Et c'est pour ça que j'aime le 4e film. Il crée du neuf tout en respectant l'œuvre, il n'essaie pas d'être plus que ce qu'il est, un produit dérivé. A l'inverse, le film d'aujourd'hui s'amuse à créer des pans de vie entiers à des personnages principaux et invente des malédictions et des pouvoirs que le mangaka n'a jamais légitimés. Et du coup ça ne marche pas car on essaie de me faire croire à des choses qui de toute façon n'ont pas fondamentalement de valeur. Je ne le répéterai jamais assez, mais il ne faut pas oublier que les films ne sont pas canons. Ils n'ont donc aucune influence sur l'histoire. Créer de l'enjeu devient donc très difficile. C'est pour ça qu'à chaque fois on a droit à des protagonistes exclusifs car eux peuvent mourir ou être durablement affectés par les événements d'un film. Ici le film outrepasse cela pour créer une nouvelle histoire à Zoro et même de nouveaux codes à l'œuvre. Et du coup c'est tellement gros que ça ne marche pas. Heureusement cette histoire de malédiction permet tout de même d'aborder des thèmes intéressants tels que le rapport aux croyances et le choc des cultures. Une fois de plus on sent l'inspiration des arcs du moment avec la relation entre Norland et Kalgara. Pour nous les croyances de ce peuple peuvent paraître absurdes et Sanji fait d'ailleurs la remarque. Mais pour le peuple en question il s'agit de leur façon de vivre et carrément de leur raison de vivre. Après ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne légitime en rien l'existence de pouvoirs mystiques et d'interventions divines dans un univers tel que One Piece. De plus tout comme dans le dernier TV Special il n'y a pas d'enfant. À la place une prêtresse qui n'est pas sans rappeler les diverses princesses d'Oda. Et enfin un petit détail qui m'a fait plaisir, les marines à la poursuite de l'équipage sont les mêmes que ceux du film 4. C'est très discret mais je trouve que ça apporte un peu de continuité. Au final, qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Bon, vous devez quand même un peu vous douter de ce que j'en ai pensé, mais tout n'est pas acheté. À l'instar de l'aventure sans issue, on nous offre une très belle animation et ça fait plaisir aux yeux. Je ne l'ai pas évoqué mais l'humour est toujours aussi présent, principalement avec l'exploration des souterrains. Et les thèmes abordés sont assez originaux et pas forcément faciles à traiter, donc à ce niveau-là il faut saluer l'effort. En revanche, le scénario est complètement hors sujet, le développement de Zoro est à côté de la plaque et l'histoire de la malédiction fait vraiment tâche dans l'univers de One Piece, ce qui rend le tout très peu crédible. Je pense qu'on est donc face au plus mauvais des 5 films, tout simplement car il essaie d'être plus que ce qu'il est, c'est-à-dire un produit dérivé. J'espère donc vraiment que la suite va relever le niveau, et pour ça je vous dis à demain, salut à tous.